Arthur Rimbaud naît le 20 octobre 1854 à Charleville, dans les Ardennes. Son père, Frédéric Rimbaud, est capitaine d'infanterie et sa mère, Vitalie, est issue d'une famille de paysans propriétaires fonciers. Sur leurs 5 enfants, seuls 3 atteindront l'âge adulte, dont Arthur. Rimbaud a 6 ans lorsque ses parents se séparent. Se déclarant veuf pour préserver sa réputation, sa mère déménage avec ses enfants dans un quartier pauvre de Charleville. Vitalie Rimbaud est une femme rigide, soucieuse de respectabilité et vigilante vis-à-vis de l'éducation de ses enfants. Elle rend le climat familial étouffant. Arthur Rimbaud entre au collège municipal de Charleville, où il manifeste des aptitudes exceptionnelles, collectionnant les prix d'excellence en littérature, version et thème latin. Le principal de son collège aurait dit de lui « Rien d'ordinaire ne germe dans cette tête. Ce sera le génie du mal ou celui du bien ». En janvier 1870, il se lie d'amitié avec Georges Isambard, son professeur de rhétorique. Ce dernier lui prête de nombreux livres, dont Les Misérables de Victor Hugo, qui font bondir sa mère. Il l'encourage à composer ses propres vers. Le 24 mai 1870, à l'âge de 15 ans et demi, il écrit au chef de file du Parnasse, Théodore de Banville. Il lui transmet son ambition de devenir parnassien ou rien et de se faire publier. Il lui joint 3 poèmes dont Ophélie et Sensation. Banville lui répond, mais les poèmes ne paraîtront pas dans la revue à laquelle il participe. Élevé par une mère autoritaire, il manifeste très tôt un sentiment de révolte et un désir de fuite. Son poème à la musique témoigne de son mal de vivre à Charleville. Il envisage ainsi de se rendre à la capitale pour goûter à l'esprit révolutionnaire du peuple parisien. En août 1870, il trompe la vigilance de sa mère et il s'enfuit en prenant le train pour se rendre à Paris. Il est contrôlé à son arrivée à la gare du Nord et il ne peut pas présenter de billet de transport. Il se retrouve détenu dans la prison Mazas. Il écrit à Georges Isambard pour lui demander de payer sa dette. Le professeur s'exécute et lui paye également le voyage de retour pour Douai. Il l'héberge aussi avant de le laisser retourner à son foyer. Rimbaud fait la connaissance du poète Paul Démény, un vieil ami de son hôte. Celui-ci est co-directeur d'une maison d'édition, la Librairie Artistique. Rimbaud saisit l'occasion et, dans l'espoir d'être édité, lui dépose une liasse de feuillets où il a recopié 15 de ses poèmes. Sa poésie, à l'origine, s'inspire du style des grands poètes de l'époque. Le Comte de Lille, Théophile Gautier, Victor Hugo, Charles Baudelaire, Théodore de Banville. Les événements de 1870-1871, la guerre contre la Prusse et la Commune de Paris, le frappent. Rimbaud s'engage alors dans ses poèmes contre Napoléon III, la bourgeoisie, les catholiques. L'armée prussienne encercle la capitale à partir du 19 septembre 1870. Jusque-là antimilitariste, Rimbaud est décidé à suivre son professeur, parti s'engager volontairement dans la garde nationale. N'étant pas majeur, il en sera empêché malgré ses protestations. Le 6 octobre 1870, Rimbaud fait une nouvelle fugue. Paris étant en état de siège, il se rend à Bruxelles puis à Douai. Son professeur arrive quelques jours plus tard, aux ordres de Vitalie Rimbaud, pour le faire revenir escorté de gendarmes le 1er novembre 1870. Entre-temps, il est passé chez Paul Démény pour lui déposer les 7 poèmes composés au cours du dernier périple. Le 10 juin 1871, il écrit à Démény « Brûlez tous les vers que je fus assez sot pour vous donner lors de mon séjour à Douai ». Ces manuscrits seront retrouvés 17 ans plus tard et seront publiés sous l'appellation « Cahiers de Douai ». Dans ses lettres dites du voyant, adressées à son professeur, il y expose sa conception de la poésie. Le poète doit se faire voyant, c'est-à-dire chercher et décrire l'inconnu par-delà les perceptions humaines usuelles. Le poète est un voleur de feu qui doit arriver à l'inconnu pour en rapporter des visions. Cela suppose donc un acte de révolte et de refus. C'est pour cela que Rimbaud se libère des règles de versification, annonçant ainsi la poésie moderne. Rimbaud envoie des vers au poète Paul Verlaine. Ce dernier lui trouve du talent et l'invite à le rejoindre à Paris. Rimbaud arrive dans la capitale fin septembre 1871, où il est hébergé par Verlaine et sa femme Mathilde. Rimbaud rencontre les grands poètes de son temps. Verlaine, Charles Cros, Stéphane Mallarmé, Théodore de Banville, et participe au cercle des poètes utiques qui vient d'ouvrir à l'Hôtel des Étrangers. En février ou mars 1872, il est peint par Henri Fantin-Latour, aux côtés de Verlaine, dans le tableau Un coin de table. Le 7 juillet 1872, il quitte Paris pour la Belgique, Verlaine ayant délaissé sa femme Mathilde et son enfant. Celle-ci demande une séparation de corps et de biens. Rimbaud et son aîné commencent alors une liaison amoureuse agitée de juillet 1872 à juin 1873. Le 10 juillet 1873 se produit le drame de Bruxelles. Verlaine, ivre, tire sur Rimbaud à 2 reprises avec un revolver, le blessant légèrement au poignet. Rimbaud se fait soigner et, craignant pour sa vie, demande la protection d'un agent de police de la ville. Verlaine est incarcéré à la prison de Bruxelles.
Même si Rimbaud a retiré sa plainte, l'enquête révèle l'homosexualité de l'accusé, circonstance jugée aggravante, et Verlaine est condamné en août 1873 à 2 ans de prison pour blessure avec arme à feu. Fin juillet 1873, Rimbaud rejoint la ferme familiale de Roche, où il s'isole pour écrire Une saison en enfer, relatant sous forme de prose poétique cette période chaotique et douloureuse. Le recueil est publié à compte d'auteur en octobre 1873. Fin mars 1874, Rimbaud retourne à Londres en compagnie du poète Germain Nouveau, qui participe à la mise au net des manuscrits des Illuminations, recueil à la jeunesse confuse et à la forme radicalement novatrice. Rimbaud a 20 ans en octobre 1874 et il a atteint l'âge du service militaire. De retour à Charleville le 29 décembre, il fait valoir un article de loi sur le recrutement qui lui fait bénéficier d'une dispense grâce à son frère Frédéric, déjà engagé pour 5 ans. Il est donc dispensé du service militaire. Rimbaud part pour l'Allemagne le 13 février 1875 pour se rendre à Stuttgart. Verlaine, libéré depuis le 16 janvier, vient le voir pour la dernière fois. Rimbaud lui confie alors les manuscrits des Illuminations afin qu'il les remette à Germain Nouveau pour une éventuelle publication. Fin mars 1875, Rimbaud désire apprendre l'italien. Pour ce faire, il traverse la Suisse en train et par manque d'argent, va poursuivre son voyage à pied. Il reste un temps à Milan avant de reprendre la route pour Sienne. Mais là, il est victime d'une insolation et il se retrouve hospitalisé. Il est ensuite rapatrié le 15 juin à bord d'un bateau en direction de Marseille. Il y est hospitalisé quelque temps, puis il repart pour Charleville. L'homme aux semelles de vent, comme le surnomme Verlaine, reprend la route en mars 1876 pour se rendre en Autriche. Mais le périple, là encore, tourne court. À Vienne en avril, il est dépouillé par un cocher, puis arrêté pour vagabondage, avant d'être expulsé du pays et contraint de regagner Charleville. En mai 1876, il se présente au bureau du recrutement de l'armée coloniale néerlandaise pour servir dans les Indes orientales. Il y signe un engagement de 6 ans. Il doit toucher, ainsi que les autres mercenaires, une prime de 600 florins, 300 au départ du bateau, 300 à l'arrivée à Java. En possession de la seconde partie de sa prime, Rimbaud déserte. Il se fait enrôler sur un voilier écossais en partance pour l'Irlande. Il fait escale à Sainte-Hélène, l'île de l'Ascension, les Açores. Arrivé à Queenstown en Irlande le 6 décembre, il poursuit sur Cork, puis Liverpool, Le Havre et revient ensuite à Charleville. Le 19 novembre 1878, Rimbaud est employé par un ingénieur français sur l'île de Chypre. Il est chargé de diriger l'exploitation d'une carrière de pierre. Il y tient les comptes et s'occupe de la paix des ouvriers. En 1879, atteint de fièvre, probablement le paludisme, il quitte Chypre et revient dans la ferme familiale de Roche pour y passer sa convalescence. Il apporte ainsi son aide aux moissons d'été. Il repart avec l'intention de retourner à Alexandrie, mais il est repris par de fortes fièvres à Marseille et se résout à passer l'hiver chez sa famille. Entre 1880 et 1885, il s'installe à Harar, une région d'Éthiopie colonisée par les Égyptiens, où il signe un contrat de 3 ans pour faire du commerce. En terre africaine, il forme des caravanes pour transporter des pots, du café, de l'ivoire, de l'or, des parfums. Son contrat est renouvelé jusqu'à fin décembre 1885. À Paris, en 1884, Verlaine publie une étude, accompagnée de poèmes, sur Rimbaud dans l'ouvrage Les poètes maudits. Dans le milieu littéraire parisien, le silence et la disparition inexpliquée du jeune poète Arthur Rimbaud entourent son nom de mystère, ce qui contribue à créer sa légende. En septembre 1885, un trafiquant français du nom de Pierre Labattu lui propose un marché, acheter des armes et des munitions en Europe et les livrer au Négus du Shewa, prince d'Éthiopie, pour l'aider à repousser les assauts de l'armée italienne. Mais Labattu meurt d'un cancer et Rimbaud se retrouve seul en charge du convoi. Se retrouvant seul, Rimbaud part en octobre 1886 à la tête de sa caravane, composée d'une 50aine de chameaux et d'une 30aine d'hommes armés. La route pour le Koa est très longue, 2 mois de marche jusqu'à Vancouver. Mais Ménélique arrive triomphalement le 5 mars 1887 et il n'a plus vraiment besoin des armes et des munitions. Il négocie alors le stock à un prix très inférieur. Résultat de cette misérable affaire, une perte de 60% de son capital et 21 mois de fatigues atroces. Rimbaud ne sait où aller pour travailler à nouveau. Il pense à Zanzibar et à Madagascar. Il retourne à Aden, ville du Yémen, en 1887. Rimbaud souffre alors de douleurs intenses au genou gauche. À Paris, la rumeur court qu'Arthur Rimbaud est mort. Paul Verlaine décide alors de publier en janvier 1888 une étude biographique dans un numéro de la revue Les Hommes d'aujourd'hui,
consacrée aux poètes disparus. De 1888 à 1890, Rimbaud retourne à Harar, en Éthiopie, pour ouvrir un commerce à son nom, de vente de café, de peau de bête, de cotonnade, d'ivoire, d'or, de gomme. Mais Rimbaud s'ennuie. Ainsi qu'il l'écrit à sa famille, n'est-ce pas misérable cette existence sans famille, sans occupation intellectuelle? Il songe alors à rentrer en France, dans l'espoir de se marier. Edmond Goncourt note dans son journal, à la date du 8 février 1891, « Darzens nous apprend que Rimbaud est maintenant établi à Aden, et que dans les lettres qu'il lui écrivait, il parlait de son passé comme d'une énorme fumisterie. » Au vu de l'aggravation rapide de son mal de genou et de l'état de raideur de sa jambe, il liquide à la hâte toutes ses marchandises pour quitter le pays. Le 9 mai, on l'embarque sur l'Amazone, un 3-mâts goélette à vapeur, à destination de Marseille. Le 22 mai 1891, on lui annonce qu'il va falloir l'amputer de la jambe gauche. Il quitte l'hôpital pour rejoindre la ferme familiale, mais son état empire, et il retourne se faire soigner à l'hospice de la Conception, à Marseille. Le 10 novembre 1891, il meurt à 37 ans d'une carcinose généralisée, c'est-à-dire d'un cancer des os, à Marseille. Son corps est ramené à Charleville et il sera inhumé dans le caveau familial. Il n'y a pas d'exemple dans la littérature mondiale d'un écrivain aussi précoce et influent. Son œuvre moderne a ouvert des horizons nouveaux à la poésie, avec son langage inventif et ses formes poétiques revisitées. Les poètes surréalistes du XXe siècle le reconnaissent comme un précurseur. Ce génie précoce, à la carrière littéraire fulgurante, qui renonça à la poésie pour une vie brève et aventureuse, fascine plus que jamais aujourd'hui. Il est considéré comme l'un des géants de la littérature mondiale. Mais son influence dépasse le cadre de la poésie. De nombreux musiciens le citent comme une source d'inspiration. Bob Dylan le mentionne dans plusieurs chansons. La musicienne Patti Smith se dit inspirée par le désir criant de liberté et l'énergie créatrice de Rimbaud. Il est pour elle comme un mentor dans sa vie et dans son œuvre. Dans le domaine de la peinture, Rimbaud est également devenu une icône de la révolte, de la liberté, dans le monde entier. Il continue encore aujourd'hui d'inspirer des artistes contemporains. Son image est notamment devenue un symbole de rébellion dans le street art du monde entier. On le retrouve sur les murs d'une favela de Rio ou encore tagué en Palestine, à Gaza. Cette vidéo sur la vie d'Arthur Rimbaud est maintenant terminée. J'espère que vous l'avez appréciée. Si c'est le cas, n'hésitez pas à l'aimer et à vous abonner à la chaîne Zone Littéraire. À bientôt!